tous, bienvenue pour cette deuxième session de formation. On va aujourd'hui rentrer dans la phase plus pratique et d'utilisation du logiciel QuantumGIS. Et donc d'ailleurs, pour commencer, quelques mots sur QuantumGIS. Donc c'est un logiciel libre qui a pratiquement une dizaine d'années d'existence maintenant, qui évolue très rapidement et qui aujourd'hui offre des capacités similaires à d'autres logiciels payants, propriétaires, comme on dit, dont le plus connu est ArcGIS. Et on peut dire que QGIS offre aujourd'hui vraiment toute la gamme d'analyse qu'offrent ces logiciels propriétaires. Et en tout cas, pour la majorité des besoins que vous allez tous avoir dans le cadre de vos différents métiers dans le domaine de la santé, a priori, il ne devrait pas y avoir de limite pour vous à l'utilisation de QuantumGIS pour réaliser vos différents travaux. Alors, QuantumGIS a besoin peut lire un certain nombre de fichiers, dont les fichiers que je vous ai envoyés, dont je parlerai tout à l'heure, mais ces fichiers sont ce qu'on appelle des shapefiles, notamment. Et juste pour information, ces shapefiles, ces mêmes fichiers, sont utilisables et sur QuantumGIS et sur ArcGIS. Donc, j'ai reçu quelques messages de certains d'entre vous me demandant si on pouvait travailler sur ArcGIS. La réponse est non, parce que évidemment les interfaces des logiciels ne sont pas du tout les mêmes. En revanche, tous les travaux que vous ferez sur ArcGIS ou sur QGIS sont lisibles sur les deux logiciels, et vous pouvez même vous échanger les fichiers entre services si besoin. Alors, ces différents fichiers, évidemment, il faut être capable de les récupérer quelque part. Alors, il y a plusieurs manières pour récupérer ces différentes données géographiques. C'est soit les posséder soi-même, lorsqu'on a la chance d'être dans un service qui utilise et produit déjà des informations géographiques, eh bien on récupère ces données et on les utilise, évidemment. On peut aussi récupérer des données et les acheter auprès des grands producteurs de données dans les pays, donc généralement les instituts géographiques nationaux. Il y a aussi la communauté OpenStreetMap, mais j'en parlerai lors d'une session bien spécifique, qui est une communauté qui produit des données libres du monde, dont l'objectif est de faire la carte libre du monde versus la carte de Google Maps, avec justement l'accès aux données géographiques qu'on pourra utiliser dans les systèmes d'information géographique et en particulier dans QuantumGIS. Et on fera un TD spécifique sur ça dans une des 5 séances. Et puis, il y a d'autres domaines dans lesquels vous, spécialistes de santé, trouverez des informations. C'est notamment sur ce site, et que j'imagine que vous connaissez déjà tous, qui est dataumdata.org, qui collecte finalement un certain nombre de données issues du monde de l'humanitaire et des différentes actions des pays. Alors, juste pour aller très très vite, mais vous montrer comment on récupère un certain nombre de données géographiques dans vos pays, dans la mesure où elles sont disponibles dans HDX. On tape ici, par exemple, dans le moteur de recherche Burkina Faso. On va arriver sur une page qui recense le Burkina, et on va pouvoir ensuite aller chercher des données sur le Burkina. Ici, vous voyez les données humanitaires, des données sur les réfugiés, des données sur les zones affectées, etc. Et à l'intérieur de ces différents types de données, je vais en prendre une au hasard. Évidemment, ce n'est pas le bon exemple. Excusez-moi. Voilà, dataset. Quand vous arriverez sur le pays, vous aurez la possibilité de cocher sur la partie gauche un certain nombre de spécificités sur les données. Et pour obtenir des données géographiques, il faudra coder Geodata. Et là, vous obtiendrez, je ne sais pas pourquoi ça change. Bref, vous cochez Geodata et vous obtiendrez ici dans les formulaires de fichiers des zip ou des SHP. Là, normalement, je devrais récupérer ça, mais ça revient sur une autre page. Évidemment. Ah non, voilà, je les récupère. Sur la partie inférieure. Non, ce n'est pas CSV qu'il faut cliquer. Excusez-moi. Geodata. Et sur la partie inférieure, vous récupérez, vous voyez ici,
des zip shapefiles qui permettent, dans cet exemple-là, de récupérer les couches géographiques relatives aux zones pastorales. D'accord ? Il suffit de chercher ensuite à l'intérieur de ces sites, et notamment si vous regardez la première entrée, vous avez les formations sanitaires du Burkina Faso qui sont ici accessibles en format shapefile, mais aussi au format JOSN qui est un autre format qui est lisible par les SIG comme QGIS. Mais nous, on va se contenter de ne travailler que sur un format de fichier de façon à être le plus simple possible. Alors attention toutefois, hein, sur umdata.org, les données ne sont pas forcément à jour. C'est les données qui sont produites au moment où on parle et qui sont mises à disposition dans cette plateforme. Si on prend l'exemple des formations sanitaires du Burkina Faso, c'est clair que la base qui est disponible ici n'est pas la dernière base à jour. On est encore en train de la finaliser ici au Burkina avec le ministère. Donc voilà en gros un des moyens pour vous d'aller chercher les données dont vous aurez besoin. Généralement, dans tous les pays dans lesquels vous travaillez, les données administratives sont disponibles. Généralement, une partie des formations sanitaires, en tout cas, est disponible. On va apprendre à ajouter des nouvelles formations sanitaires, donc vous pourrez vous-même faire cette mise à jour. Et puis après, il y a tout un tas de données statistiques que l'on pourra intégrer dans les SIG. Donc voilà ce que je voulais dire pour un certain nombre d'éléments pour aller chercher ces informations géographiques. On va maintenant lancer le logiciel QGIS. Donc, j'ai évidemment pas la vue sur vos écrans, donc il va falloir m'écouter. Et j'espère que je ne serai pas trop rapide. J'essaierai de répéter 2 fois la manip en essayant d'être le plus lent possible. Et puis vous me ferez vos remarques dans les commentaires du chat pour que j'essaye de m'améliorer la prochaine fois si jamais ça va trop vite. Pour information, la session est enregistrée, donc vous pourrez réécouter à la fois pour les gens en visio, mais aussi les gens en présentiel. Vous pourrez revoir cette présentation pour refaire des manips si besoin. Alors, vous lancez le logiciel. Vous lancez le logiciel QGIS. Donc moi, je suis sur un Mac, donc je le lance avec la petite loupe ici. Vous savez tous lancer un logiciel. Lancez votre logiciel sur vos différents types d'ordinateurs, PC, Mac, Linux. Donc cette nouvelle version, alors c'est pas la dernière, hein, puisque vous le savez, il y a une version 16, donc la 10 est la dernière version la plus stable de QGIS. Je vous recommande généralement d'utiliser cette version la plus stable, parce que dans les toutes dernières versions, il y a des choses qui se sont installées, mais généralement, il peut arriver que ça plante. Donc, à moins d'avoir très très envie de la toute dernière fonction, je vous recommande de plutôt prendre ce qu'on appelle la version stable, d'accord, celle qu'on a utilisée ici. Alors, on n'a pas forcément tous la même ouverture du logiciel. Je consulte les gens qui sont avec moi ici. Vous avez exactement la même interface, pas forcément les mêmes dessins. Ici, une couche, une colonne avec des couches. Ici, une colonne avec projet récent, vous l'avez? Vous l'avez probablement pas parce que vous n'avez pas encore ouvert de logiciel. Et ensuite, une autre fenêtre qui s'appelle modèle de projet, mais vous verrez que ce n'est pas spécialement important dans un premier temps d'avoir ces éléments-là. Donc, première étape, donc concrètement, ce que j'entoure avec ma souris ici, si ce n'est pas exactement pareil sur votre écran, ce n'est pas grave, d'accord? Par contre, vous devez forcément avoir ce que j'entoure ici à gauche avec ma souris, plus ou moins élargi, hein, que vous pouvez vous-même agrandir avec la souris, et puis un certain nombre de barres d'outils. Peut-être que j'en ai quelques-unes de plus que vous, mais a priori, vous devez au moins avoir ce genre d'outils-là, et notamment ceux qui sont à gauche, qui sont ceux qui nous intéressent le plus, ainsi que les outils d'ouverture, d'enregistrement, et les petites loupes et la petite main. Elles ne sont pas forcément placées exactement pareil pour vous tous, mais si vous cherchez, vous allez les trouver. Ce qu'on va faire pour appréhender le logiciel et comprendre les différents outils, hein, c'est la partie découverte de l'environnement, on est obligé d'y passer. Je vais évidemment pas présenter l'ensemble des outils, mais ceux qu'on va utiliser aujourd'hui. Et à chaque session, je présenterai les nouveaux outils dont on aura besoin. Donc aujourd'hui, on va d'abord commencer par ouvrir une couche d'informations géographiques. Je voudrais juste rester sur votre écran. Je vais juste vous montrer quelque chose sur les fichiers et comment ils se présentent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un fichier, vous l'avez probablement vu sur votre ordinateur lorsque vous avez téléchargé les fichiers que je vous ai envoyés.
et que vous les avez installés, c'est que pour une couche d'information, si je prends ici l'exemple des communes, on a 1, 2, 3, 4, 5 fichiers différents qui composent cette couche commune. D'accord? Donc il faut toujours que, pour ouvrir les communes ici du Burkina Faso, il faut toujours que ces 5 fichiers soient ensemble, d'accord, dans un dossier. Si vous perdez l'un de ces fichiers, vous ne pourrez plus lancer la couche d'information. Donc vous comprenez bien que dès lors qu'on a 4 couches d'information, on a tout de suite 20 fichiers. D'accord? Donc il faut être très rigoureux pour la manière de les organiser et donc de créer des dossiers qui vont bien. Je retourne sur le logiciel et justement, on va aller ouvrir cette couche commune, donc qui est une couche vectorielle. Et pour faire ça, on utilise cet outil qui est ici, qui a la forme d'un V comme vecteur, sur lequel vous voyez des petits traits, des points d'ancrage qui représentent la symbolique des objets vectoriels. Vous allez, donc le libellé de cet outil s'appelle Ajouter une couche vecteur. Vous allez cliquer sur cet outil et vous devriez obtenir une fenêtre comme celle que nous avons à l'écran, sur laquelle on a la possibilité d'ouvrir tout un tas d'autres fichiers. Et vous voyez qu'il y en a beaucoup. Nous ne verrons que les fichiers vecteurs qui sont les plus répandus. La partie haute de la fenêtre, vous la laissez toujours de cette manière-là, c'est-à-dire qu'avec le fichier, avec la boîte à cocher, fichier coché, mais normalement ça s'ouvre de cette manière-là, et ne touchez à rien d'autre. On va ensuite aller pointer le dossier dans lequel on a enregistré les fichiers que je vous ai envoyés. Et pour faire ça, on va dans Jeux de données vectorielles et on clique sur les 3 petits points qui sont ici. Et lorsque vous cliquez sur ces 3 petits points, vous avez une fenêtre classique de vos différentes interfaces informatiques, que ce soit Mac ou PC, et il vous suffit d'aller chercher là où vous avez enregistré les données. Donc, évidemment, je ne peux pas être sur votre ordinateur et savoir où vous l'avez enregistré. Moi, c'est sur le bureau dans le dossier que j'ai appelé EXO. Et à l'intérieur, je retrouve l'ensemble des fichiers que je vous ai envoyés. D'accord? Je vais refaire la manip tout doucement. Donc, je ferme tout. Donc, je répète, pour ouvrir une couche, on va sur cet outil « Ajouter une couche vecteur ». La fenêtre s'ouvre. Vous laissez tout par défaut et vous cliquez sur les 3 petits points ici pour aller ouvrir, naviguer sur votre ordinateur pour savoir, pour identifier l'endroit où vous avez enregistré vos fichiers. Moi, je sais que c'est sur le bureau et dans le dossier EXO. Et la première chose que l'on va faire, on va ouvrir les provinces. Donc, le seul type de fichier qui est capable d'ouvrir ArcGIS, c'est le fichier, qu'il est capable d'ouvrir à cette étape-là, qu'il est capable de provoquer la visualisation. C'est dans province de cliquer sur le fichier qui finit par .shp, le fameux shapefile dont je vous parlais tout à l'heure en introduction. Donc, dès lors que vous voulez ouvrir une couche géographique, vous devez toujours cliquer sur ce bouton vecteur et pointer le fichier qui termine par .shp. Donc moi, je vais cliquer sur province.shp. J'ouvre. Mon chemin apparaît dans la fenêtre. D'accord. Et ensuite, je vais cliquer sur le bouton Ajouter. Et je peux ensuite fermer cette fenêtre. Et arrivera sur l'affichage une carte, découpage des provinces du Burkina Faso, avec sur le côté une couche. Alors, je vais poser des questions à l'assistance qui est devant moi pour imaginer que pour vous, les 100 autres qui suivent par visio, on en est au même niveau. Ça va pour vous tous? Vous en êtes là? Ah, il y a une clé qui circule. Ok. Bien, je la refais au ralenti, enfin pour moi au ralenti, mais je la refais une dernière fois. Pour ouvrir un fichier, je clique sur vecteur. Éventuellement, pendant que des personnes ici se calent, on va ouvrir tous une seconde couche. Donc on refait l'opération. Je clique sur vecteur. Je clique sur les 3 petits points. Je me retrouve de nouveau dans mon dossier exercice. Et cette fois-ci, on va prendre les CSPS en cliquant sur csps.shp et uniquement celui-là.
Je l'ouvre, j'ajoute et je ferme. Et là, on obtient tous deux couches d'informations, les points qui représentent les centres de santé du Burkina Faso et le découpage des provinces en dessous. Vous n'avez pas forcément tous la même couleur que moi parce que le logiciel affecte des couleurs de manière aléatoire en fonction des machines. Donc, on va apprendre ensuite à modifier ces différentes couleurs ensemble. Alors, première chose déjà, je vous l'ai expliqué dans l'introduction de la semaine dernière, finalement, un système d'information géographique, ça modélise l'espace en découpant les objets de l'espace en différentes couches d'informations. D'accord ? Et ces couches sont rangées dans cette colonne-là, les unes au-dessus des autres. Pour masquer une couche, on prend la boîte à cocher, on la décoche, quelle que soit la couche, et là, vous affichez, vous supprimez de l'affichage. La couche n'est pas fermée puisqu'elle est toujours dans la colonne, son affichage à l'écran. Donc, ce qui peut être très pratique lorsque vous ouvrez 15, 20, 30, 50 couches d'informations. Évidemment, si on affichait les 50 couches d'informations, ce serait totalement illisible. Par contre, ça peut être très utile de les avoir ouvertes en même temps pour manipuler les données. Ensuite, ces couches, si vous cliquez enfoncé par exemple sur celle qui est plus en haut, c'est-à-dire CSPS, et que vous descendez, vous allez pouvoir la passer en dessous. Et bien évidemment, si je passe les points sous les surfaces, je ne les vois plus. D'accord ? Puisqu'ils sont bien présents, il n'y a pas de problème. Si je masque les provinces, je vois bien mes points en dessous. Ils sont simplement répartis autrement. Alors, d'une manière générale, de façon à avoir des grands moments de panique et de solitude, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on passe toujours en haut des couches toutes les informations ponctuelles. Ça évite qu'elles soient cachées par les informations dites surfaciques, ici dans l'exemple, les provinces, d'accord, les polygones. OK ? Donc, voilà, donc il suffit de cliquer enfoncé, je le répète, pour les déplacer, et puis de cocher, décocher pour afficher les données. Ensuite, on a d'autres outils dits de navigation qui ne vont pas vous être étrangers parce qu'on a plein de logiciels comme ça. La petite main qui est ici, lorsque vous cliquez enfoncé sur la carte, et vous n'êtes pas obligé d'être sur un objet géographique, et que vous vous déplacez, vous pouvez bouger cette carte sans aucun problème. Je pense que ça, ce sont des outils qui sont très simples d'utilisation. Vous avez ensuite la petite loupe. Si vous cliquez sur la loupe plus, en plaçant votre souris, en appuyant sur un clic, vous allez zoomer au niveau de là où se trouve votre souris. Mais vous avez également la possibilité de dessiner un rectangle de sélection, comme je suis en train de le faire avec un clic enfoncé. Et si vous lâchez, vous allez zoomer juste sur cette zone-là. Là encore, je pense que ce sont des outils qui sont assez faciles pour vous. La moins permet de reculer et celle avec les trois petites flèches vous permet de revenir à l'échelle de l'emprise totale de votre couche la plus grande. D'accord ? Donc là, en l'occurrence, vous dézoomez à l'échelle entière du Burkina Faso. Voilà pour les différents outils de navigation. Ensuite, vous voyez qu'on a un certain nombre de menus qui sont ouverts ici. Évidemment, en 5 séances, vous comprenez bien que je ne vais pas pouvoir avoir une logique de présentation de menu parce que sinon, je mettrais une séance par menu. Donc, je vais aller y piocher de temps en temps pour vous afficher des informations. D'accord ? La seule chose que l'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va finir de paramétrer notre logiciel parce qu'on peut à la fois aller chercher des données comme je vous ai fourni qui sont des shapefiles, mais on peut aussi aller chercher des images, alors soit satellites, mais aussi des images qui sont assez intéressantes. Par exemple, le fond de carte OpenStreetMap qui va vous donner des informations qu'on ne va pas pouvoir manipuler, mais qu'on va pouvoir mettre en fond de plan et qui vont vous être très utiles. Le seul truc, c'est que l'utilitaire qui permet d'afficher les extensions OpenStreetMap et les images en général n'est pas installé par défaut, je pense. Vous allez me le confirmer. Je ne pense pas que vous avez un menu qui s'appelle Internet. Vous avez Internet ? Et est-ce que dans Internet, vous avez Quick Map Service ? Voilà. Voilà. Donc, nous, on va aller ajouter ce que moi j'ai ici, là, qui s'appelle Quick Map Service, d'accord ? Qui va nous permettre de voir des fonds de carte OpenStreetMap. Alors, pour ajouter une extension, donc qu'est-ce qu'une extension ?
c'est justement des espèces d'outils en plus qui permettent ici d'aller chercher des images, mais on peut avoir des utilitaires pour éditer une carte sur le web, des utilitaires pour faire des captures d'écran, que sais-je, d'accord? Tous les développeurs ajoutent des extensions que l'on peut mettre dans nos outils, il y en a vraiment beaucoup. Pour l'ajouter, on va dans le menu extension et on va cliquer sur installer, gérer les extensions. Je répète, menu extension, installer, gérer les extensions. Il va y avoir un petit moment de connexion. Alors, en fonction des débits des uns des autres, ça peut être plus ou moins long, mais très vite. Alors, vous avez Internet ou pas? Excusez-moi, les gens qui sont en salle n'ont pas Internet. Alors, tu peux le faire, je te renverrai du crédit. Tu as du crédit? Ok, super. Excusez-moi, j'avais oublié que en salle, on n'avait pas donné la connexion. Ouais. On voit pas les logiques du haut sur le. Ah. Excusez-moi, ceux qui sont en visio. Et je peux rien faire. Je peux rien faire. Bon, je vais les dire. Ils sont tous en français, vos logiciels? Okay. Juste une question, est-ce que sur la vidéoconférence, vous voyez les noms des menus? Parce que nous, à la vidéoprojection, ils ne les voient pas. Oui, on voit. Projet édité, tout ça, là? Oui. Ok, super. C'est bon, ils sont connectés? Ouais, je viens de le faire. Ok, en attendant, donc je reviendrai à l'étape d'après sur extension. Tout le monde là? Et juste Emmanuel, oui. Pour avoir à gauche les couches, sur quoi pour avoir ta disposition, j'arrive pas, parce que moi j'ai que la carte sur mon fiche. Alors, tu n'as pas la fenêtre couche que j'entoure ici, c'est ça? Non, je l'avais enlevée, j'arrive plus à la remettre. Alors, c'est dans quoi pour avoir. Alors, je vais te retrouver où c'est. C'est dans. Voilà, dans le trait. Non, je dis des bêtises. Là. Ça doit être ici, quelque part ici. Couche. Non, mais sinon, j'ai pas grave. Non, mais je vais te retrouver. Voilà. Barre d'outils, menu vue, barre d'outils. Et ici, il faudra que tu coches celle qui. Alors, ça, c'est les couches. Panneau, voilà, c'est ici. Panneau. Donc, menu vue, panneau, et tu coches la case couche. Très bien. Merci. Ok. Très bien. Tout le monde a Internet? Oui? Non? Alors, donc on va dans le menu extension. C'est bon? Installer, gérer les extensions. Donc, vous obtenez ici un moteur de recherche, finalement, qui permet d'aller chercher l'ensemble des extensions. Celle qui nous intéresse ici s'appelle Quick Map Service. Donc, moi, elle est cochée parce qu'elle est déjà installée. Vous cliquez dessus et vous faites installer. Et automatiquement, moi, je n'ai pas le bouton installer puisqu'elle est déjà installée, mais à la place de désinstaller, vous avez installé normalement, c'est ça? Vous cliquez sur installer et une fois que l'installation est faite, normalement, ça va très vite. Vous récupérez dans votre menu Internet un menu, sous-menu qui s'appelle Quick Map Service. Je répète, menu extension, installer et gérer les extensions. On va aller chercher une extension qui s'appelle Quick Map Service. Alors, là, je clique pour vous montrer à quoi ça ressemble. Vous devez avoir un bouton qui s'appelle Installer le plugin lorsque vous êtes sur Quick Map Service. Vous cliquez sur ce bouton et une fois que l'installation est terminée, vous pouvez fermer la fenêtre. Et automatiquement, dans le menu Internet,
vous récupérez quelque chose qui s'appelle Quick Map Service. Ceux qui sont en salle, vous l'avez bien? Oui? OK. Ensuite, sur ce menu Internet, Quick Map Service, vous avez plusieurs formats d'images que vous pouvez afficher. Je vous conseille de tester ça un peu plus tard, quand vous aurez le temps, parce qu'évidemment, lorsqu'on va chercher des images Landsat ou de la NASA, ce sont des images satellites qui sont assez lourdes, optimisées pour Internet, hein, mais qui sont un peu lourdes. Là, le plus simple, pour nous aujourd'hui, vous faire la démonstration, c'est de prendre OpenStreetMap, donc OSM, et OSM standard. Voilà, je vous laisse ça, vous allez prendre, ça va prendre juste une seconde ou deux. Ouais. Donc sur cette carte, vous voyez qu'on a nos couches, et si je décoche CSPS et province, j'ai maintenant un fond de carte qui apparaît. Et ce fond de carte est le fameux fond de carte OpenStreetMap. Le fond de carte OpenStreetMap qui s'enrichit au fur et à mesure où l'on zoome. Donc si je prends par exemple ma loupe et que je zoome ici autour du B et du U du Burkina Faso, je vais être autour de Ouagadougou. Et vous voyez que plus je zoome, plus le niveau de détail apparaissent de cette carte-là. Donc actuellement, ce sont des images, donc vous ne pouvez pas les manipuler, mais vous pouvez les utiliser comme fond de plan sur toutes les applications que vous allez essayer de mettre en place en termes de cartographie. D'accord? Et vous verrez que dans 2 ou 3 séances, on pourra récupérer un certain nombre de ces informations sous format vectoriel, justement, et donc les manipuler ensemble dans le cadre de notre projet. Donc vous voyez que ça ajoute une nouvelle couche que l'on peut évidemment masquer et afficher lorsque l'on le souhaite. D'accord? Donc c'est ce type d'image-là est ce qu'on appelle un format raster, c'est-à-dire que ce n'est qu'une image, on ne peut rien y faire, mais elle est là pour afficher et compléter la mise en page que vous êtes en train de réaliser. OK? Voilà pour le paramétrage général de notre outil. Comme je vous l'ai dit, je ne rentrerai pas dans les différents détails de tous les menus en une fois, ce serait un peu fastidieux. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va masquer la carte OpenStreetMap, on va réafficher les provinces et les centres de santé, et vous allez de nouveau cliquer sur la loupe avec les flèches, qui s'appelle Zoom sur l'emprise totale. Si vous cliquez dessus, vous revenez tous à l'échelle globale du Burkina Faso. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que, donc je répète, j'étais en niveau zoomé, je veux revenir à l'échelle globale, je clique sur cet outil avec les flèches, la loupe avec les flèches, et je reviens à l'échelle du Burkina Faso. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller voir la spécificité de ce qu'est un SIG, c'est-à-dire qu'à chaque objet géographique est associée une donnée dite attributaire. Concrètement, pour chacun des objets que j'ai ici, j'ai des données qui vont apparaître pour vous sous la forme d'un tableur, mais des données qui sont associées à chacun de ces objets. Ce qu'on va faire, c'est que pour s'amuser dans un premier temps, on va masquer CSPS, on va laisser que province affichée. Et puis, on va aller consulter les données qui sont associées à chacun de ces objets. D'accord ? Et on va les consulter de 2 manières différentes, de manière individuelle, donc objet par objet, ici province par province, et puis ensuite en allant voir l'intégralité de la table attributaire. Alors pour aller voir province par province, vous avez ici un outil I pour information, d'accord, qui se trouve dans votre barre de menu, un petit I en blanc sur fond bleu. Vous cliquez sur cet outil-là, vous allez avoir une fenêtre qui va apparaître. Alors, moi, elle est à droite, elle n'est pas forcément à droite pour tout le monde, mais en tout cas, cette fenêtre va s'ouvrir. Et si vous prenez votre flèche et que vous cliquez sur une région,
Alors, pardon, il faut faire attention que la couche province soit en bleu. Donc, il faut que vous cliquiez dessus avec la case cochée. Et ensuite, si vous cliquez sur un territoire, ici, je clique sur la province tout au nord du Burkina, qui s'appelle l'Oudalan, pour lequel j'ai peu d'informations ici, mais qui sont quand même des informations intéressantes. Vous avez ici un code qui est unique, ce qu'on appelle l'identifiant. Là, vous voyez Object ID, donc l'identifiant de l'objet. Pour les habitués des bases de données, les ID, c'est assez clair. Évidemment, lorsqu'on est en informatique cartographique, on a des objets qui sont associés. Ensuite, on a le nom de la province, l'Oudalan. Et puis ensuite, on a deux séries de coordonnées, enfin deux séries de chiffres. L'une donne une longueur qui correspond à la longueur de l'ensemble des... c'est le périmètre, si vous voulez. Et puis ensuite, vous avez la superficie qui est calculée automatiquement dans cette couche. On verra, je pense que superficie, on l'utilisera, mais je vous apprendrai également à créer vous-même cette information de superficie, de façon à pouvoir faire des densités de population. Ensuite, vous avez une autre information qui est intéressante et dont on va se servir tout à l'heure, c'est le nom de la région, qui est le Sahel. Et donc, si je vais cliquer sur les départements voisins, les provinces voisines, évidemment, le Soum fait également partie du Sahel et le Séno fait aussi partie du Sahel. Donc, ça veut dire qu'avec cette couche d'information des provinces et cette information dans la base de données qui me dit ces provinces-là appartiennent à telle région, avec cette information-là, je vais être capable de générer le découpage des régions. D'accord? Alors que là, je ne l'ai pas. Je ne vous l'ai pas envoyé. D'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les données attributaires, d'accord, les valeurs qui sont associées aux objets, sont aussi des informations géographiques. Ils n'ont pas forcément la forme d'une couche géographique, mais qu'on pourra utiliser pour le créer. Et on va faire la manip ensemble pour que vous le compreniez. Donc voilà, cet outil I, c'est un outil qui permet de cliquer à droite, à gauche. Moi, j'appelle ça un outil de butinage. Ça ne sert pas vraiment à grand-chose, hein, si ce n'est aller chercher une petite info comme ça ponctuellement. On va cliquer à l'extérieur de façon à ce que tout se déconnecte. Éventuellement, on peut fermer cette fenêtre parce qu'elle n'est plus utile. Elle va vous laisser un peu plus de place. Et maintenant, on va aller voir l'ouverture globale de la table attributaire, c'est-à-dire en un seul affichage, l'ensemble des informations attributaires dont vous avez vu simplement l'extrait ici, province par province, ouvertes sur votre écran. Pour faire ça, vous allez aller sur la couche province, vous allez faire un clic droit, et sur ce clic droit, vous allez aller sur ouvrir la table d'attributs. Donc, on appelle ça table d'attributs, table attributaire, d'accord? Dans ArcGIS, on appelle ça table tout court. On a plusieurs manières de l'appeler, c'est pas spécialement très grave. Ce qu'il faut juste se dire, c'est que derrière ces attributs et ces tables attributaires, on a l'ensemble des données associées à la couche géographique. Donc, si je clique là-dessus, j'obtiens une fenêtre qui se surimpose à la carte, dans laquelle je retrouve bien le champ ou la variable. Hein. Là encore, on peut utiliser ou l'attribut. Les trois termes sont valables. L'object ID, donc l'identifiant de chacune des provinces, le nom de ces provinces, les données sur les périmètres et sur les superficies, le nom de la région, le code de la région, et là, le code province qui est à 0, donc, a priori, a été mal renseigné. D'accord? Mais le code de la région est ici, voilà. Et donc, je vais avoir l'ensemble des 45 provinces du Burkina qui sont affichées ici, d'un point de vue attributaire. Je vais essayer de réduire ma fenêtre. Donc, je répète comment on ouvre ça. Clic droit, ouvrir la table d'attributs. Je vais mettre ma fenêtre petite comme ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est juste pour illustrer le propos. Si, je vais essayer de me placer comme ça, je vais reprendre l'outil I, non même pas l'outil, je vais prendre un outil de sélection qu'on n'a pas vu encore, mais c'est l'occasion pour vous de le présenter. Cet outil blanc, flèche blanche avec un fond jaune, est un outil qui permet de sélectionner des objets. Excusez-moi.
Je vais prendre cet outil et je vais cliquer, par exemple, sur, de nouveau, la fenêtre, la province de tout au nord du Burkina Faso. Si j'ouvre ma table attributaire, on va s'apercevoir que cette province est surlignée de bleu. D'accord? Si je prends plusieurs provinces, presque la moitié du Burkina Faso, si j'ouvre ma table attributaire, j'ai toutes ces provinces qui sont sélectionnées de bleu. OK? Donc il y a bien un lien entre l'objet et la table attributaire. Je répète, j'utilise l'outil flèche blanche sur fond jaune qui est un outil de sélection. Je clique sur 1. Si j'appuie sur la touche contrôle de mon clavier, je peux prendre des régions un peu au hasard et les faire en multisélection. Ou bien, si je veux, je fais un rectangle de sélection et j'ai un certain nombre de provinces qui se sélectionnent. Si j'ouvre ensuite, donc le fait qu'un objet soit sélectionné dans QGIS apparaît en jaune pour tout le monde. Si j'ouvre la table attributaire, j'ai à la fois l'ensemble de la table attributaire, c'est-à-dire l'ensemble des 45 provinces, j'ai bien toujours 45 lignes sur ma table attributaire, mais celles qui sont en bleu correspondent aux provinces qui ont été sélectionnées. Ça marche? Mais ça marche aussi à l'envers. C'est-à-dire que si j'ouvre la table attributaire et que je sélectionne la première ligne ici en cliquant sur le 1, d'accord, le 1 ou le 2, si je déplace ma fenêtre, vous voyez bien que au fur et à mesure, mes provinces se sélectionnent. Ce qui est assez pratique lorsque vous travaillez sur un territoire que vous ne connaissez pas, parce que si vous ne savez pas où se trouve le Sananmatenga au Burkina Faso, il suffit de cliquer dessus et il apparaîtra automatiquement sur votre carte. D'accord? Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est le cœur du SIG ici, c'est-à-dire d'associer à chaque couche d'information géographique des données qui lui sont associées. Mais attention, on va pouvoir, nous, ajouter des données, évidemment, avec ce qu'on appelle des jointures, que vous connaissez déjà avec vos outils de statistiques. Donc, ajouter des données qui sont extérieures à la géographie, mais qu'on va pouvoir rattacher à ces différents départements. Imaginons une base de données qui contient la population de chacun des départements. J'ai un fichier Excel qui reprend l'ensemble du nom des provinces et de son identifiant, et à côté, en face de chacune des lignes, la population totale de chacune de ces provinces. Il pourrait être intéressant de l'intégrer à cette couche-là pour pouvoir faire la cartographie de la population. Alors, ça s'appelle une jointure, on fera une manip aussi pour réaliser ça. Mais faites bien attention, la donnée que l'on intègre à l'échelle de la province doit être une donnée qui est collectée à l'échelle de la province. Si vous mettez une donnée de population régionale à cette échelle-là, vous allez faire une erreur. Et là, le logiciel ne peut pas le corriger. C'est bien vous qui réfléchissez à la donnée que vous allez mettre à chacune des échelles. J'insiste là-dessus parce que raisonner par échelle géographique n'est pas forcément quelque chose de naturel chez des personnes qui n'ont pas une formation de géographe. D'accord? Donc, il faut bien réfléchir à la manière de le faire, mais je vous ferai des exercices en essayant de vous tendre des pièges, de façon à voir si vous rentrez, si vous faites l'erreur ou pas. D'accord? Mais vous allez voir que parfois, on peut faire des erreurs sur les... Okay? Voilà en gros pour la représentation d'une couche. Si maintenant j'affiche les centres de santé, je vous laisse faire chacun, c'est la même manip, allez interroger un point qui correspond à un centre de santé. N'oubliez pas que pour interroger ce point, il faut que votre couche CSPS soit en bleu, sinon quand vous allez cliquer, vous allez interroger la province qui est en dessous. Et donc, allez interroger, comme je le fais ici, en cliquant sur un point. Alors, en prenant l'outil I, par exemple, là, vous allez savoir que c'est le centre, le CSPS de Oursi, qui se trouve dans la région du Sahel, etc., pour lequel on a aussi d'autres informations qui sont associées, notamment les coordonnées géographiques, mais ça sera pour la semaine prochaine. Et puis, d'une autre manière... Emmanuel? Oui? Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Peut-être juste regarder s'il y a quelques questions, dans le chat. Peut-être faire un point de pause pour voir si tout le monde est à la page.
Alors, Moi, j'ai une personne qui demande qu'il n'a pas reçu le fichier, mais bon, ça, j'ai essayé de transférer les fichiers là, via GoToWebinar, mais ça ne marche pas avec les sharefiles. ouais. Donc, si les personnes souhaitent que je leur envoie les fichiers chez SPS, ils ont qu'à mettre leur mail. Voilà, donc ceux qui Ensuite, j'ai sont en l'impression ligne, qu'il vous n'y a pouvez pas rajouter votre mail. il y a pas de questions particulièrement techniques, j'ai l'impression. C'est surtout du son. Non, mais Ouais. il y a celui qui demande si ça ressemble au logiciel SMapper. Quel logiciel? Je ne vois pas ce message-là, par contre, moi. SMapper. Peut-être, ouais, il y en a plein, hein, mais. D'accord. Et pouvez-vous reprendre le paramétrage? Alors, ouais, mais le problème, c'est que paramétrage, j'ai vu cette question, mais je ne comprends pas quel paramétrage. Donc, écoutez, j'espère. D'accord, ok. Tout simplement, si vous êtes à l'ouverture d'une couche, Perdu. si oui, on peut continuer et puis vous regarderez là de nouveau. Non, mais moi, mon conseil pour ceux qui sont complètement perdus en ligne, c'est de suivre la présentation là, juste en regardant ce que tu fais, Mhm. et ensuite de refaire chez eux avec la vidéo. Tout à fait, c'est je pense que ce qu'il y a de mieux. Parce que s'ils essaient de reprendre en reprenant depuis le début, ça peut être très compliqué. Ouais, c'est clair. Donc, je pense que ceux qui sont perdus complètement là en ligne, vous regardez bien ce que fait Emmanuel, et quand vous ferez chez vous avec le logiciel et les données, vous pourrez resuivre petit à petit. Voilà. Ok, donc je reprends, je continue. Donc voilà, vous avez la possibilité d'utiliser pour chacune des couches l'outil I pour aller interroger un objet avec les informations qui apparaissent sur la page de gauche. Donc là, ce sont les informations associées aux formations sanitaires. D'accord ? Et puis, si vous voulez ouvrir l'ensemble de la table associée aux formations sanitaires, je fais un clic droit sur CSPS, ouvrir la table d'attributs, donc la table d'attributs des CSPS. Et là, vous obtenez une table qui est beaucoup plus massive, hein, pour le coup, avec l'ensemble des CSPS que vous voyez ici à N Facility. Et vous avez une base ici qui contient que près de 2000 formations sanitaires, alors qu'il y en a 1200 de plus au Burkina. Hein, donc c'est juste pour, on va dire, pour s'entraîner qu'on fait ça. Et toutes les variables qui sont associées à ce centre de santé. Voilà. Juste, j'interroge mon assistance. Est-ce que ça va? Oui? On y va? On peut continuer? Très bien. Donc, J'ai une question. oui, allez-y. Vous parlez de vecteur. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisqu'il y a de beaucoup de types de couches, qu'est-ce qui fait fondamentalement la différence? Ok. Alors, je répète votre question. Donc, dans l'assistance, quelqu'un me demande ce que signifie en fait couche vecteur et quelle est la différence avec le reste. C'est exactement ce que je viens de vous montrer en fait. Une couche vecteur, c'est toujours soit des surfaces, comme vous l'avez ici les provinces, soit des points, comme vous l'avez ici les centres de santé, soit des lignes qui correspondent à des routes, comme une couche que je vous ai donnée aussi également. D'accord? Il n'y a que 3 types d'objets vecteurs qui existent. Okay? Mais la particularité de ces objets vecteurs, c'est qu'ils ont tous une table attributaire. Alors que si, par exemple, je vais ici afficher OpenStreetMap comme on l'avait fait tout à l'heure, si je fais un clic droit dans OpenStreetMap, sur la couche OpenStreetMap, vous voyez qu'il n'y a pas la possibilité d'ouvrir une table attributaire. D'accord? Parce qu'en fait, les informations associées à un raster, c'est des valeurs de pixels, et donc ce n'est pas du tout des données avec des variables qui pourraient vous parler comme la population, comme le nombre de malades, etc. etc. D'accord? Donc c'est ça fondamentalement la différence. L'autre intérêt du vecteur, c'est que vous pouvez vous-même le créer en dessinant. D'accord? On fera ça aussi la semaine prochaine. Donc c'est ça les deux différences principales dans ces fichiers. Et raster et vecteur sont les deux principaux fichiers. Okay? Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est, vous voyez sur ma carte, là par exemple, j'ai des objets qui sont sélectionnés. Un outil pour désélectionner tout, d'accord? L'outil sélection, c'est la flèche blanche avec fond jaune.
je sélectionne des choses. Si je veux tout désélectionner d'un coup, il y a deux options. Soit je clique dans le blanc à l'extérieur du pays et tout se désélectionne, soit je clique sur le carré jaune avec le petit symbole rouge qui permet de désélectionner toutes les entités. D'accord? Donc j'y suis. Le bouton qui est à côté, le petit tableau, permet un raccourci pour ouvrir la table attributaire. Donc c'est la même chose que le clic droit sur la couche qui ouvre la table attributaire. Et enfin, dernier élément d'outil, j'essaye de les présenter ponctuellement. L'outil petite règle là, que vous voyez ici. Cette petite règle ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de faire des mesures sur le territoire. Donc si par exemple, je veux cliquer sur le nord du pays, l'extrême nord du pays, que je veux connaître quelle est la distance avec cette région à la frontière du Ghana et de la Côte d'Ivoire, au sud de Gawa, je clique une deuxième fois et là, j'obtiens des informations qui me disent que je suis à... Pardon, je peux mettre ça en kilomètres, c'est plus facile à lire. 681 km entre le premier point et le deuxième point. Et vous voyez que si je bouge ma souris, je pourrais refaire un deuxième point pour aller, par exemple, ici au nord de Nouna, à la frontière du Mali. Si je reclique ici, j'ai, depuis la deuxième étape, 462 km. Donc, ce sont des moyens de mesurer les distances. Attention, toutefois, ces distances sont des distances à vol d'oiseau. D'accord? Ce ne sont pas des distances qu'on parcourt par la route. Pour faire ça, on a besoin d'autres logiciels qui sont un peu particuliers et qu'on ne verra pas ici. Donc, je recommence. Si vous souhaitez faire des mesures, vous cliquez sur cet outil petite règle. Ça vous ouvre une boîte. Je vous conseille de la dimensionner et bien de la placer sur le côté d'abord. Ensuite, votre souris, lorsque vous allez cliquer, va mettre un point de départ. Ça se transforme en petit plus. Vous pouvez tirer cette fenêtre sans appuyer. Il suffit simplement de bouger la souris. À votre point d'arrivée, vous cliquez de nouveau et là, ça arrêtera la mesure entre les deux points. Donc, c'est la mesure de ce segment-là qui est récapitulé dans l'outil mesure. Et à chaque fois que je ferai un point, il me calculera la distance entre les deux derniers points. D'accord? Et que vous retrouverez ici sur ce menu-là. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas faire plus de 2-3 points parce qu'au bout d'un moment, on ne comprend plus rien à ce qu'on a mesuré. Donc, pour sortir de cette mesure, il vous suffit d'appuyer sur la touche échappe de votre clavier et ça annule toutes les mesures qui sont en cours. Donc, je clique, j'ai une mesure. Si je veux sortir de ça, j'appuie sur échappe, là, la touche en haut à gauche de votre clavier, et je sors de la mesure. OK. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher une donnée qui se trouve dans la table attributaire des provinces, on en a parlé tout à l'heure, et de cette donnée, je vais générer une nouvelle couche d'informations. Donc, je l'ai évoqué dans mon introduction. Ce qu'on va essayer de faire, c'est à partir de la couche des provinces, de créer notre couche des régions. D'accord? Je vous rappelle que c'est possible, parce que si j'ouvre la table attributaire des provinces, j'ai le nom de la région, mais j'ai surtout le code de la région. D'accord? Donc, vous voyez ici, si je clique sur les noms des variables, je peux les trier par ordre croissant-décroissant. Et j'ai bien une information qui me dit que la région sud-ouest, son code, c'est 13. Donc, j'ai des informations qui me disent, ces 4 provinces-là, si je les fusionne, je récupère le découpage régional du sud-ouest. D'accord? Donc, j'ai des outils qui me permettent de dire, pour toute valeur égale, tu me fusionnes les objets. D'accord? C'est ce qu'on appelle la fonction regroupée. OK? Donc, on va aller utiliser, nous, ces valeurs-là pour créer le découpage régional. D'une manière générale, lorsqu'on fait des traitements comme cela, il y en a plein d'autres, vous verrez, c'est préférable d'utiliser des codes que d'utiliser le nom de la région. Il y a moins d'erreurs dans la frappe des codes que dans la frappe des textes. D'accord? Donc, quand on a un code reg, qui veut dire code région ici, on va plutôt utiliser ce champ-là
pour réussir à créer l'agrégation des provinces, pour créer la carte des régions. Alors, comment on fait pour faire ça? On va aller ouvrir dans le menu de traitement. Donc, vous regardez votre écran, vous avez un menu tout en haut qui s'appelle traitement. Vous ouvrez ce menu de traitement. Et dans traitement, on a un menu qui s'appelle boîte à outils. Vous cliquez dessus et vous allez avoir une nouvelle fenêtre qui va apparaître, qui sont que des outils de traitement disponibles là-dedans pour tous les types de fichiers qu'il y a. Il y a, je sais pas, 500 outils là-dedans, un truc comme ça. Nous, ce qu'on va avoir besoin de faire, donc c'est à vous de vous créer, comme vous manipulez pas ça tous les jours, créez-vous un petit, des notes sur un cahier ou sur un fichier Word pour vous dire, bah voilà, quand je veux regrouper, rassembler des choses, il faut que je aille chercher cette fonction regrouper. À force de l'utiliser, vous les mémoriserez. Mais au début, c'est un peu compliqué parce qu'elles sont rangées là-dedans. Vous voyez, c'est pas forcément très évident d'ouvrir tous les menus et d'aller lire toutes les fonctions. Il y en a tellement que vous allez passer des heures à retrouver celle qui vous intéresse. Celle qui nous intéresse s'appelle regrouper, donc je vais pouvoir écrire regrouper ici. Et vous voyez que automatiquement, le logiciel va me chercher différents types d'outils qui traitent de regrouper. Celui que j'utilise, c'est celui, alors moi il est écrit utilisé récemment parce que j'ai quand même un peu préparé mon cours. Donc je l'ai utilisé ce matin, donc forcément il m'écrit utilisé récemment, vous ne devez pas l'avoir. Par contre, vous devez avoir écrit géométrie vectorielle et en dessous le même logo qui s'appelle regrouper. D'accord? Vous double-cliquez là-dessus. Je recommence la manip pour ceux qui sont en ligne. Je vais dans le menu traitement. J'ouvre boîte à outils. J'ai cette nouvelle fenêtre qui apparaît. Je tape regrouper. Donc, en gros, qui veut dire regrouper les territoires. Je double-clique dessus. Et là, j'ai une fenêtre dans laquelle il va falloir que je lui donne tout un tas de paramètres pour me générer la couche des régions à partir de la couche des provinces. La couche source, c'est justement celle dont je vais me servir qui contient les informations. Donc, c'est bien la couche province. Attention, hein, lorsque je clique sur la petite flèche, j'ai l'ensemble des couches ouvertes dans mon logiciel qui apparaît. Évidemment, je ne vais pas faire ça avec les CSPS, ça vous semble logique, mais plus vous ouvrez de couches, plus ce menu-là sera important, évidemment, et ne tombera pas forcément sur celui qui vous intéresse. Ensuite, il me dit, quels sont les champs de regroupement? C'est le fameux code régional. Je vais lui dire, bah, tu vas me prendre à partir du champ de regroupement code régional, toutes les valeurs qui sont identiques, tu me fusionnes l'objet. Emmanuel, tu nous entends? Oui, je t'entends. Ouais, c'est bon, il y avait une petite coupure de micro, mais je crois que c'est la connexion qui saute parfois. Mais ça va, c'est bon, on t'a récupéré. Ok, donc je reprends sur regrouper. Donc on choisit la couche province, qui est celle qui contient les informations pour passer de la province à la région. Et ensuite, on va aller spécifier quel est le champ de regroupement, c'est-à-dire ce fameux code qui va me permettre de passer de la province à la région. Pour faire ça, je clique sur ces trois petits points et là apparaissent les noms des variables ou des attributs ou des champs. Hein. J'ai tendance à utiliser indépendamment ces termes-là, mais ça veut dire la même chose. Et là, je vais lui dire, je veux que tu prennes le code régional. D'accord? C'est les fameux codes qu'on a vus tout à l'heure, en face des noms des régions, qui sont numérotés de 1 à 13, pour lesquels, dans chacune des provinces, on sait à quelle région elle appartient via ce code. Okay? Donc, je sélectionne ce code. Je valide. Hop, pardon, excusez-moi, c'est bizarre, je suis allé trop vite. Tac. Code région, je valide. Ah, d'accord, elles sont derrière. Elle s'est cachée derrière. Ouais, attendez. Excusez-moi, je fais un peu le ménage là. Alors, je ne sais pas trop pourquoi elle est passée derrière la mienne. J'espère que c'est pas pareil pour vous. C'est pas très grave. Je vais fermer ma fenêtre comme ça. Voilà, je dimensionne un peu autrement. Si vous l'avez perdue, elle n'est pas perdue, elle est juste cachée derrière votre fenêtre principale. Voilà.
Donc, j'ai bien coché mon élément code région. Et maintenant, je vais lui dire couche regroupée, c'est-à-dire on va me demander, le logiciel me demande, OK, une fois que je vais avoir fait ce regroupement-là, ça s'appelle comment ta nouvelle couche, puisque je vais créer une nouvelle couche avec ça. Donc, soit j'écris créer une couche temporaire, l'avantage c'est que ça va très vite, j'en suis ici, ça va très vite, l'inconvénient c'est qu'on va avoir tendance à jouer avec et avoir oublié qu'elle était temporaire, et donc une fois que je vais quitter le logiciel, elle n'existe pas puisqu'elle était temporaire. D'accord ? Moi, ce que je vous conseille, c'est tout de suite d'aller la créer en dur et de l'enregistrer sur votre ordinateur. Et pour faire ça, on clique sur les 3 petits points et on va faire enregistrer vers un fichier. C'est-à-dire qu'on va créer notre propre couche qui va s'appeler région. Je clique dessus. Je l'appelle région. Moi, je l'appelle autrement parce qu'elle est déjà sur mon ordinateur. Et puis ensuite, vous allez le ranger dans votre dossier où il y a les autres couches. Donc là, il n'y a que vous qui pouvez savoir comment faire, puisque je ne suis pas sur votre ordinateur. Vous le rangez, si possible, avec les autres couches que vous avez eues tout à l'heure. Moi, je les remets dans le dossier Exo. Et surtout, vous ne touchez pas aux différents formats de fichiers, parce que vous voyez que si vous commencez à mettre le nez là-dedans, vous allez commencer à avoir de sérieuses difficultés à savoir quel est le bon fichier. Moi-même, je pense que je connais que la moitié des noms des formats qui se trouvent là-dedans. Donc, celui qu'on prend, c'est le shapefile, pour faire ça. Celui qui est ouvert par défaut. J'enregistre. Donc, je répète la manip. Province. Je sélectionne ici le code régional. Et ensuite, je vais cliquer ici pour aller enregistrer le résultat du traitement que je vais faire sur mon ordinateur en cliquant enregistrer vers un fichier. Okay ? Je valide en cliquant sur le bouton exécuter. Et si je ferme ma fenêtre, j'ai maintenant une couche de plus dans ma barre de gauche et, comme elle est au-dessus, ce découpage régional du Burkina Faso. D'accord ? Si je masque, j'ai bien ici en dessous mes provinces et par-dessus mes régions du Burkina Faso. D'accord ? Donc j'ai créé une géométrie, un vecteur, pour répondre à votre question tout à l'heure, à partir d'une valeur. D'accord ? Et j'ai pu le faire parce que cette valeur était inscrite dans une géométrie. OK ? Ça va pour tout le monde ? Vous avez tous réussi à avoir ce découpage régional ? Ceux qui sont en salle, là ? OK. Je refais la manip pour être sûr que tout le monde y arrive. Je vais la faire un peu plus vite parce que c'est la 3e fois. Mais donc, menu traitement, boîte à outils. Le traitement qui s'appelle regrouper, qui se trouve dans géométrie vectorielle. Je double-clique sur regrouper. Je choisis la couche source, celle qui est à l'origine et qui contient les variables qui permettent d'agréger, donc les provinces. Je valide ici sur le code qui va me permettre d'agréger, ici le code régional. Alors moi ça me cache ça, je ne sais pas si ça fait ça pour tout le monde. Et ensuite, je clique ici pour aller enregistrer le futur résultat du traitement dans un fichier. Et là, vous savez mieux que moi où il faut le faire, puisque vous savez où vous rangez vos petites affaires. Il suffit ensuite de cliquer sur exécuter et on obtient le découpage régional. Ça va? OK. Si j'ouvre maintenant la table attributaire des régions, vous voyez bien qu'il me l'a codé correctement, mais il garde des petites erreurs quand même. D'accord ? C'est-à-dire qu'il a utilisé une couche des provinces pour me créer une couche des régions. Et comme il a fait ça, en fait, il a conservé un nom ici. Mais le nom qui est ici, il n'est pas valable pour le nom de la région. C'est un des noms d'une des provinces de la région. D'accord ? Donc généralement, ce qu'on essaye de faire ici,
c'est de supprimer ce champ-là. Je vais vous le montrer. Mais attention, lorsqu'on commence à jouer avec la suppression, on n'a plus de protection. Comment? J'entends pas avec le masque. Ah, ok. Alors, je vous laisse juste une petite seconde. Hein. Je continue, je vous le retrouverai, d'accord? Sur ma clé, elle doit y être la couche régionale. Excusez-moi. Donc, on va maintenant supprimer cette colonne, non, puisqu'elle n'est plus utile. Alors, c'est pour moi l'occasion, en fait, d'introduire maintenant un élément qui est hyper important dans ce qu'on appelle la structuration d'une base de données, c'est de la rendre modifiable. Pour la modifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire supprimer potentiellement des champs, supprimer potentiellement des lignes, d'accord? Mais aussi ajouter des champs, faire des calculs, etc. D'accord? Donc, on va faire que le début aujourd'hui de ce genre de choses, hein, mais on rajoutera une couche quasiment chaque semaine à cette partie de modification et de structuration des tables, des bases de données. Alors, pour faire ça, on va d'abord avoir besoin, pour la modifier, donc modifier, c'est soit supprimer, soit ajouter, on va avoir besoin de rendre cette couche modifiable. Pour la rendre modifiable, il faut cliquer sur le petit crayon que vous avez en haut à gauche, qui est ici. Et lorsque vous cliquez sur ce petit crayon, vous voyez qu'il y a deux autres outils qui apparaissent, et notamment un qui est très important, qui est le petit crayon sur la disquette, qui permettra d'enregistrer vos modifications. Je prends juste 2 secondes pour vous dire que, attention, à partir du moment où on appuie sur le petit crayon jaune, il n'y a plus de protection. Si je clique sur un objet et que sans faire attention, je supprime, c'est fini. Alors, il y a toujours le CTRL Z ou le POM Z en arrière qui va parfois fonctionner, mais considérez qu'il ne fonctionne pas. Parce qu'il y a certaines opérations sur lesquelles il ne marche pas. Donc, toute opération mal faite ici a des conséquences directes, ça abîme la base de données et ce n'est pas récupérable. Considérez que c'est comme ça. Concrètement, on n'attaque pas une base modifiable quand on est un peu fatigué. D'accord? Donc, une fois que c'est comme ça, ensuite, ce que je vais pouvoir faire, c'est modifier, enfin supprimer le fameux champ nom. Et pour faire ça, vous voyez ici, j'ai un bouton qui s'appelle « Supprimer le champ ». Alors, c'est une espèce de petit dessin de table avec du rouge dessus. J'espère qu'en visio, vous le voyez bien. Le 6e en partant de la droite, sinon. Oui, on le voit bien. D'accord, et donc le terme s'appelle « Supprimer le champ ». Vous cliquez dessus, et donc là, ça récapitule tous les champs que vous avez ici, dans cette fenêtre-là. Celui que je veux supprimer, c'est « Non ». Donc je clique dessus, je valide, et il est supprimé. OK? Là, coup de chance, si je fais un pomme Z, ça marche. D'accord? Mais considérez que ça ne marche pas. Okay? Je fais le pomme Z pour vous montrer, refaire la manip. Je clique sur supprimer le champ. Je pointe sur le nom de ce champ que je veux supprimer. Je pourrais en supprimer plusieurs, évidemment. Je valide et il s'en va. Si je veux enregistrer ça maintenant, je clique sur la petite disquette avec le crayon et c'est dans la boîte. D'accord? Ça y est, c'est fini. OK? Ce qu'on va faire, nous, tant qu'on est là-dedans maintenant, c'est qu'on va créer un champ. Et ce champ, on va l'appeler population.
Et comme il n'y a que 13 régions, je vais vous les faire saisir à la main, les régions. D'accord? C'est donc une manière de structurer une base de données et de rentrer les informations, de le saisir à la main. On verra la semaine prochaine qu'on peut le faire avec des jointures sur des bases très très grosses. Mais c'est aussi intéressant de savoir le faire à la main. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer un champ qu'on va appeler population. Et puis on va saisir les données de ce champ. Donc pour chacune des régions, on va écrire la quantité de population. J'ai préparé ce fichier-là pour vous. Et ensuite, on va l'enregistrer et on va aller le cartographier. D'accord? Voilà, d'ici maintenant et la fin du cours, ce sont les objectifs. Okay? Alors, pour créer un champ, bah, c'est celui qui est à côté de supprimer. Donc le même fond avec un petit tableur, mais avec un petit bâton jaune dessus qui s'appelle Ajouter un champ. Vous allez cliquer dessus, vous allez lui donner un nom. On va l'appeler population. Vous savez que c'est comme dans à peu près toutes les bases de données. L'idéal est d'éviter les caractères accentués, d'éviter les espaces et les symboles un peu compliqués. Faites le plus simple mais le plus parlant, en évitant les espaces et les accents. On a la possibilité d'y laisser un commentaire. Honnêtement, je n'ai jamais utilisé ça, mais j'imagine que c'est pour donner une petite info. Et ensuite, c'est très important maintenant de spécifier quel est le type de données qu'on va vouloir mettre là-dedans. Donc, c'est important parce que si vous ne choisissez pas le bon type de données, dans tous les outils de représentation de la donnée qui font écho à ce que je vous ai présenté la semaine dernière sur la sémiologie graphique, vous n'aurez pas forcément toutes les possibilités pour la représenter. D'accord? Donc, il faut être très vigilant avec ce genre de choses. Donc, on a plusieurs catégories. On a les nombres entiers, les valeurs absolues. Les nombres entiers, 64 bits, donc même chose, valeur absolue. Donc, quand vous ne savez pas, vous prenez nombre entier. Ensuite, vous avez les nombres décimaux, donc tous les chiffres à virgule. Le texte, donc tout ce qui est, par exemple, nom de région, nom de CSPS. Mais attention, un ordinateur, c'est un peu stupide. Des chiffres peuvent être enregistrés comme du texte. D'accord? Ça marche aussi. Ensuite, des dates et ensuite des heures. OK? Donc, nous, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mettre la population totale des régions du Burkina. Donc, on va mettre un nombre entier. OK? Et puis ensuite, vous pouvez préciser la longueur. Je n'ai pas envie de rentrer dans des grandes explications informatiques, donc on ne va pas se casser la tête, mettez 10. Et vous validez, je vais refaire la manip, hein, et vous obtenez un nouveau champ, population, qui est vide évidemment pour l'instant, à nous de le remplir maintenant. OK? Je refais la manip une fois. Pour créer un champ, je vais sur cette icône, ajouter un champ. Je lui donne un nom. Je spécifie son type. Là, sur une valeur absolue, je vais prendre un nombre entier. Et par défaut, je vais mettre 10. Les informaticiens, s'ils m'écoutent, vont m'en vouloir. Mais vous ne prenez aucun risque à faire ça. Et vous validez. Bon là, comme j'ai fait le même, forcément, il me dit, tu fais une erreur. Mais vous obtiendrez ce champ population ici. OK? Alors, je vais aller ouvrir un petit truc pour vous maintenant, mais que sur mon écran. Tac. Data région. Parfait. Voilà. Est-ce qu'on voit bien là, Mathias? Oui. Alors attends. Oui, c'est bon. Notamment. Là, vous voyez bien? C'est parfait. OK. Donc, ce que je vais vous demander, c'est les valeurs que vous voyez ici dans le fichier Excel, d'accord, de population. Je vais vous demander de les saisir dans ce champ population. Comme on est en mode modifiable, on a la possibilité de cliquer à l'intérieur des cellules et d'écrire ce que l'on veut dessus. D'accord? Donc, je vais écrire ici pour la boucle du Moon. J'ai tout classé par ordre alphabétique, donc normalement, ça doit marcher. Mais si vous n'êtes pas classé en ordre alphabétique ici, vous devez cliquer sur la tête de la colonne, ce qui vous permettra de vous mettre soit de A à Z, soit de Z à A. Okay? Vous double-cliquez ensuite dans la cellule population et vous allez saisir
les valeurs 1 777 018 pour la boucle du Moon. Et ensuite, vous descendez pour copier les autres. D'accord? Donc là, vous avez tous un petit peu de travail personnel qui ne va pas vous prendre très longtemps et qui va vous permettre. Donc moi, je vais plus vite que vous parce que je l'ai saisi. Ah, j'ai dû en rater un. À force d'aller trop vite, on fait des bêtises. Regardez ce tableau-là, hein, ceux qui sont avec moi, parce que moi, je fais des bêtises là. Ok, là, je dois être à peu près bien. Je vous laisse saisir ça. C'est bon? Est-ce qu'en salle, vous avez fini de saisir? C'est vous qui donnez le ton de ceux qui sont en visio. Ça va? Non ou pas? On y va. Alors, où est-ce que vous en êtes en ligne? Est-ce que vous avez... Bah, moi, écoute, moi ça va, mais je suis pas derrière l'écran de chacun. Je pense que si les gens n'ont pas réussi déjà à faire les régions, ils vont pas tout noter, hein. Mais en tout cas, on pourra revoir en ligne. Pour tous ceux qui nous écoutent, vous pourrez revoir cette vidéo sur le site d'Afrocom. On la remettra. Ok, je passe les questions rapidement pendant Alors, comment tu as fait?
Alors, j'ai pas le menu traitement sur mon QGIS, ça m'étonne, hein. Il est peut-être en anglais, mais si c'est ça, vous avez une mauvaise installation de votre logiciel, je pense. Oui, c'est l'avant-dernier. C'est juste avant Aide. Ok. Donc, il n'y a pas beaucoup de questions en plus. Est-ce que je peux y aller maintenant, ici en salle? C'est ok? Ok, très bien. Donc, je vais continuer. Donc, on a ici saisi toutes nos données. On va pouvoir maintenant cliquer sur la petite disquette de façon à enregistrer les résultats et surtout pouvoir sortir du mode d'édition. Donc, je clique une première fois sur la petite disquette et ensuite, je reclique sur le crayon et je ne suis plus en mode édition. OK? Donc, je répète. Vous étiez en mode édition, vous avez saisi vos données de population, vous cliquez sur la disquette pour enregistrer vos modifications et ensuite vous recliquez sur le petit crayon pour ne plus être en mode éditable. D'accord? Ce qui fait que de nouveau, on est en mode protégé. D'accord? Si maintenant, je prends mon outil I comme vous faisiez tout à l'heure et que je clique dans la région du Sahel, j'ai bien toutes les informations du Sahel et le champ population que vous venez de créer. Okay? Donc, ça a marché. Très bien? Ça va pour tout le monde? Alors, ceux qui ont suivi les cours ici la semaine dernière, j'ai une question. On voudrait faire la cartographie de la population. À quoi va ressembler ma cartographie? Vous vous rappelez, il y a un tableau à 9 cases. Des cercles, ouais. Idéalement, il faudrait faire des cercles proportionnels. D'accord? Le seul problème qu'on a, c'est que QGIS, il fait pas des beaux cercles proportionnels. Donc, il y a la théorie, et puis il y a le logiciel que l'on a. D'accord? Donc, on va déjouer la règle, mais vous allez voir qu'on peut s'y rattraper quand même. Ce que dit aussi la règle, c'est que toute donnée qui est ordonnée, classée, peut aussi être cartographiée en aplat de couleurs. C'est plus efficace avec les cercles, mais on peut aussi la faire en aplat de couleurs. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire ici. Ok? Alors, pour modifier toute l'apparence des objets, d'accord? C'est-à-dire de la simple couleur verte que moi j'ai ici sur mon écran à la cartographie d'une variable, tout se passe via un clic droit sur la couche dans laquelle vous voulez agir. Donc en l'occurrence, ici on va vouloir agir sur la couche région. Clic droit, propriété. Je répète, clic droit, propriété. Évidemment, toutes les opérations que je vais faire avec propriété ne s'appliqueront qu'à la couche sur laquelle j'ai cliqué. Ici, il y a tout un tas de choses. On va en voir quelques-unes pendant cette formation. Mais la toute première, celle qu'on appelle la symbologie. D'accord? Vous voyez que ça, c'est des menus hein, qu'on peut bouger. Symbologie, c'est clairement lié à l'apparence des objets. On va commencer, avant de faire la carte, en disant que le vert que j'avais n'était pas très joli. Si je veux le mettre en rouge ou dans une autre couleur, vous voyez que ici, quand je clique sur remplissage, il y a remplissage général et remplissage simple. Prenez toujours le deuxième en dessous, parce que vous voyez que j'ai plus de possibilités de paramétrage sur la ligne en dessous, notamment, je peux spécifier et le contour, la couleur de fond, l'épaisseur du contour, j'ai plus d'éléments à cartographier là-dessus. Okay? Pour changer la couleur, vous cliquez sur la couleur, et là, vous faites votre choix, vous choisissez la plus belle couleur que vous préférez. Vous pouvez composer cette couleur. Tout est très facile ici. Je ne vais pas passer beaucoup de temps sur ça, hein, c'est quand même des choses que vous avez dans plein de logiciels différents. Je peux changer la couleur de mon contour, et juste un truc un peu spécifique à la cartographie, si je prends ici le style de remplissage, si c'est continu, ça veut dire que ça va ressembler à ce qu'on a ici, c'est-à-dire une couleur qui est aplatie en fait. Mais si je veux mettre des trames, lorsque je clique sur style de remplissage, je peux par exemple mettre des trames en diagonale et qui me donneront ce magnifique effet sur la carte. Vous
voyez que ça peut faire un peu mal aux yeux. On appelle même ça un effet vibratoire, parce qu'en fonction des problèmes de vue des uns et des autres, vous pouvez avoir un effet bien particulier. On verra que ça peut être utile, d'accord? Mais c'est l'aplat de couleur qui est quand même un peu plus efficace. Mais parfois, quand on veut mettre plusieurs informations sur une même carte, on est obligé d'avoir recours à ce genre de choses. Okay, donc, je vais ici et je vais me mettre, moi, en continu pour modifier ces paramètres-là. Et vous pouvez ensuite appliquer et vous obtiendrez maintenant ici pour moi les aplats de couleurs en rose, fuchsia, je ne sais pas trop. Je retourne dans Propriétés et de nouveau sur mon outil Symbologie. Est-ce que ça va pour tout le monde là, le changement de couleur? Je pense que je peux passer. C'est assez facile. C'est bon? Ok. Si vous allez tout en haut dans le menu symbole unique, en fait, vous apercevez qu'il y a un peu plus que ce symbole unique que l'on vient de faire. D'accord? Donc c'est le menu en haut. Au-dessus du carré de couleur, vous avez un menu déroulant ici qui vous permet de changer l'apparence de vos objets, donc soit en fonction d'une modification unique, ce que vous venez de faire, soit en fonction d'informations qui sont de type catégoriel. Donc ça parle aux statisticiens, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Donc de données qualitatives, d'accord? Donc qui n'ont pas pour objet de faire un traitement hiérarchique quantitatif. Et ensuite, des symboles gradués qui, eux, à l'inverse, permettent de faire justement des choses plus quantitatives. On va s'arrêter là. Les trois autres ensuite sont des choses un peu spécifiques. Okay, on va commencer par graduer, catégoriser, pardon. Et qu'est-ce qu'on peut avoir dans notre... Là, je vous affiche à l'écran les variables de notre base régionale. À votre avis, dans ces variables-là, dans ces 7 variables-là, quelles sont les variables qui sont de type catégoriel, qualitatif, dit autrement? Je pose la question aux gens en présentiel, vous l'aurez compris. Quelles sont les variables de type qualitatif dans ces 7 variables-là? Oui? Le nom de la région, oui. Quoi donc? Le nom de la région. Mais pas seulement. On a le nom de la région, on a l'object ID, il n'est pas hiérarchique. On a le code régional, on a le code de province, bon, il est à 0, et c'est tout. D'accord? Mais ça a un intérêt de faire ça, parce que je vais le faire sur le code de la région, par exemple. Si je dis, cartographie-moi de manière catégorielle en fonction du code de la région, qu'est-ce qu'il va faire d'après vous? Eh bien, il va m'affecter une couleur par région, automatiquement. Donc, je vais cliquer sur code région. Je vais choisir ensuite la manière dont je veux le cartographier, le symboliser, je veux dire, et je vais choisir des couleurs au hasard. Donc ici, par exemple, vous avez des dégradés de couleurs qui sont déjà programmés, que vous pouvez choisir ici. Je vais en prendre un ici au hasard, et je vais ensuite cliquer sur classer. Et là, en fait, vous voyez qu'il me classe toutes les régions de 1 à 13. Et si j'applique, je referai tout au ralenti, ne vous inquiétez pas, j'obtiens bien sur ma carte des couleurs aléatoires, donc c'est l'inconvénient. Des fois, le aléatoire fait bien les choses. Là, il ne va pas très bien fait. On a un rouge bien pétant. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir que automatiquement, il va bien créer une couleur, une catégorie. Donc, il va distinguer chacune des valeurs catégorielles. Il va lui affecter une couleur. D'accord? Je répète l'opération. Clic droit, propriété. Je me mets dans catégoriser. Je vais chercher un champ qui est catégoriel. Je vais le refaire avec le nom de la région, par exemple. Je choisis ensuite la palette de couleurs qui me va bien. Je peux choisir aussi une palette de couleurs aléatoire, là, comme vous voyez, en cochant cette case-là, ce qui est plutôt approprié d'ailleurs pour ce genre de cartographie. Donc, je peux cocher cette case palette aléatoire. Je peux les redistribuer. Regardez ce que ça fait si vous regardez mon écran et la palette de couleurs sur le côté gauche. Si je les redistribue, vous voyez qu'il les réaffecte autrement.
Voilà. Donc j'ai bien une couleur par région. Ce que fait QGIS, c'est que par défaut, il crée toujours une 14e, enfin une ligne de plus avec une couleur s'il y avait autre chose. Donc généralement, quand vous voyez cette couleur, c'est qu'il y a une erreur. Ensuite, il faudra cliquer sur classer. Et valider. Donc vous pouvez faire apply pour appliquer la cartographie, puis faire OK pour sortir du menu et voir votre cartographie. Est-ce que ça va pour tout le monde? Juste toi, tu as la légende. Comme légende, tu as le nom des régions. Ouais. Moi, j'ai les numéros. C'est parce que en fait, tu as fait l'analyse sur. Alors, quand tu as fait classer ici, ici tu as nom région ou tu as code région? Si tu as code région, c'est normal qu'on ait le numéro. Ah oui, voilà, c'est ça. Voilà. Parce que je l'ai fait une première fois sur le code Ok, et là, donc, quand j'ai répété, je l'ai fait sur le nom, quoi, en fait. Ça marche. Ça va? Alors, regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finaliser notre petite carte pour que ça soit joli. Ce qui serait intéressant, c'est de mettre le nom des régions sur ça. Et donc, pour mettre ça, afficher le nom des régions, ça serait mettre ce qu'on appelle des étiquettes. Pour mettre des étiquettes, on fait toujours un clic droit sur la couche sur laquelle on veut les étiquettes, propriété, et sous symbologie, à gauche, là, vous avez un menu qui s'appelle étiquettes. Par défaut, il n'y a pas d'étiquette. Si vous cliquez ici, vous allez pouvoir choisir des étiquettes dites simples. Et ici, vous avez le champ que vous devez préciser. Donc, il faut aller chercher le nom de la région. Ensuite, vous avez tout un tas de choses que je ne vais pas détailler parce que vous allez trouver tout ça tout seul. C'est ni plus ni moins du choix de police et de taille de police. Et vous appliquez et vous obtenez toutes les régions avec leurs étiquettes. Okay, je répète la fonction étiquette. Regardez dans la salle. Clic droit, propriété. Je vais sur le menu étiquette qui se trouve sous symbologie. A priori, quand vous l'ouvrez, il est comme ça. D'accord ? Il n'y a pas d'étiquette. Si je veux l'ajouter, j'ouvre mon menu, je choisis des étiquettes simples. Et ensuite, je vais spécifier avec quoi je veux étiqueter. Je pourrais étiqueter avec des valeurs, ce que je vous déconseille, parce que ça deviendrait une carte à lire et plus une carte à voir. Mais par contre, pour donner des informations sur la géographie, là, c'est toujours utile de connaître les noms des villes, des régions, etc. Donc là, vous allez aller chercher le nom de la région. On pourrait mettre même la valeur de la population si ça vous intéressait, mais ça n'aurait aucun intérêt. Donc là, je choisis non-région. Ensuite, vous pouvez choisir la police, vous pouvez choisir la taille, etc. Ça, et la couleur de cette police. Ça, vous savez très bien gérer ça. C'est comme dans les traitements de texte. Et je valide et j'obtiens mes étiquettes dessus. J'imagine que des gens vont me poser la question, est-ce que je peux déplacer les étiquettes à la main? La réponse est non. On n'a pas la main là-dessus. Il y a quelques paramètres pour régler, mais qui sont un petit peu compliqués. Voilà. Donc, si vous voulez que le mot Sahel qui se trouve ici soit plutôt là-haut, à ce moment-là, il faudra faire votre mise en page sur un autre logiciel de dessin et pas dans QGIS. OK ? C'est bon là? OK. Dernière étape, avant la mise en page d'une carte finalisée, on va maintenant essayer de faire un dernier mode de représentation qui va être la représentation de la population de cette donnée qu'on a saisie tout à l'heure. D'accord ? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la garder, notre carte régionale comme celle-là, parce qu'elle est jolie.
Du moins, vous pouvez peut-être en être fier, c'est votre première carte sur QGIS, donc il faut la garder. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va de nouveau aller réouvrir la couche région pour en avoir une de plus par-dessus sur lequel on va cartographier la population. D'accord? Donc, retour à la première minute de notre cours, quasiment. Je vais ouvrir une couche en cliquant sur ajouter une couche vecteur, qui est cette icône en haut à gauche qui a la forme d'un V. Je vais cliquer sur les 3 petits boutons pour aller pointer dans le dossier où j'ai enregistré mes fichiers. Et en théorie, dans ce fichier-là, si vous avez bien enregistré la couche région, vous devez retrouver la couche région que nous avons créée ensemble tout à l'heure. Moi, je l'ai appelée région court parce que j'avais fait 2 fois. Je répète, je l'ajoute et je répète l'opération. Je vais cliquer sur ajouter une couche vecteur. Je vais pointer sur les 3 petits points pour aller vers le dossier dans lequel je range mes fichiers. Je vous avais recommandé de mettre ça sur le bureau. Et dedans, normalement, vous devez retrouver la couche région court. Enfin, région tout court. Enfin, du moins le nom que vous lui avez donné quand vous l'avez enregistré. Vous l'ouvrez et vous faites ajouter. Tu arrives pas? Quand j'enregistre une région, je ne sais pas pourquoi il m'a généré des fichiers avec des extensions. Ouais, parce que tu l'as créé, tu l'as pas enregistré en. Ça marche. Il y a 2 formats qui font la couche. Ok, donc là on a 2 couches. Juste, Emmanuel, Ouais. moi, quand je veux lui rajouter la région, il me dit ça écrase celle qui existe déjà. Parce que là, on en a déjà une. Elle s'affiche par-dessus. Elle s'affiche juste par-dessus. Regarde, là, je suis en train de cocher. Là, j'ai deux fois la même couche qui s'appelle région court, là, pour moi. Si je la masque, j'ai en dessous celle que je viens de faire avec les différentes couleurs par région. Et celle qu'on vient de faire, il ne faut pas l'enregistrer. Si, on va faire ça après, tranquille, t'inquiète pas. D'accord, ok. L'enregistrement est un petit peu, n'est pas très intuitif dans un SIG, donc je vais finir avec ça en fait, en prenant le risque que votre ordinateur plante et qu'on ait tout perdu. Mais il me reste plus qu'une fonction, alors je me dis que ça va aller. Donc, on va maintenant décocher la case sur laquelle on a fait celle qu'on vient de faire là, celle avec les noms des régions, on va la supprimer de l'affichage. Et on va afficher région court, donc de nouveau une carte régionale, vierge cette fois-ci, mais sur laquelle maintenant on va faire la cartographie de la valeur de la population. L'opération est la même, clic droit propriété, on se remet sur le bouton symbologie, mais cette fois-ci on ne va plus sur catégoriser ni symbole unique, mais sur graduer. Je répète, je vais cartographier la donnée de population, je clique droit sur la couche, propriété, je me mets sur symbologie et je vais chercher graduer. Ensuite, ça se présente un peu de la même manière, hein, toujours. C'est quelle valeur que je veux représenter. Donc, il ne reste que les valeurs quantitatives qu'on peut exploiter ici. On pourrait cartographier la superficie. Même si ça n'a pas tellement d'intérêt, ça reste une donnée quantitative. Mais là, en l'occurrence, nous, ce que l'on veut représenter, c'est la population. Donc, je vais cliquer sur le champ population qui correspond aux données que vous avez saisies tout à l'heure. Je vais choisir le format de légende pour l'instant, on laisse ça de côté. Et je vais choisir la palette de couleurs avec laquelle je veux représenter cette donnée de population. Généralement, une donnée de population, enfin, d'abord, toute donnée quantitative se représente valeur faible, intensité de couleur faible. Imaginez une carte du chômage, ou un taux d'attaque, ou une incidence d'une maladie, puisqu'on a affaire à des gens qui travaillent dans la santé. L'incidence est faible,
où le taux d'attaque est faible, je vais mettre une couleur relativement peu intense. L'incidence est forte, je vais mettre une couleur plutôt foncée. Idéalement, dans la même gamme de couleurs pour ne pas biaiser l'interprétation. Alors, dans les données de population, généralement, on représente ça avec du rouge, mais ce n'est pas une obligation. D'accord? C'est juste que c'est par habitude. Le rouge le plus foncé sera là où il y a le plus de monde, et le rouge le plus clair là où il y a le moins de monde. D'accord? Donc, typiquement, je peux choisir cette couleur-là, mais vous pouvez en choisir une autre si vous avez envie, dès lors que cette donnée est de ce type-là, c'est-à-dire qui part d'une couleur claire pour aller vers une couleur foncée. D'accord? Même chose ensuite, je vais cliquer sur le bouton classer, et là, il va m'afficher mes classes. D'accord? Par défaut, le logiciel vous met 5 classes. Vous avez en bas à droite le nombre de classes que vous pouvez spécifier. Évidemment, plus vous allez faire de classes, plus vous allez être proche de la donnée. Puisque moins vous en avez, plus vous allez avoir une amplitude dans ces classes-là. Le problème, c'est que l'œil humain ne peut pas distinguer plus de 7 à 8 intensités de couleurs d'une même gamme de couleurs. Donc, ça nous limite le nombre de classes. D'accord? N'allez jamais au-delà de cette classe. Ça ne sert à rien. Et sincèrement, c'est assez difficile d'avoir une carte très lisible à cette classe. J'aurais tendance à vous dire, visez un max de 6. Mais là, dans notre situation, on n'a que 13 territoires et 6 classes. Ah, c'est vraiment, c'est très confort là. D'accord? Donc, 4 ou 5 classes, voire 4 classes, 4 ou 5 classes, c'est largement suffisant pour ce qu'on veut faire ici. N'oubliez pas que du choix de classe que vous allez faire, vous allez donner une représentation à votre carte. Rappelez-vous les cartes que j'ai présentées la semaine dernière. En fonction du nombre de classes et du type de méthode que l'on choisit, on ne fait pas dire la même chose à la carte. Moi, mon point de vue ici, comme ma formation est courte, je vais vous enseigner la méthode qui est la plus proche de la série statistique. Cette méthode, donc je vais choisir 5 classes ou 4 classes, vous choisissez comme vous voulez. Et celle que je vais choisir, c'est celle qu'on appelle les ruptures naturelles, qui s'appuie sur un algorithme de Jenks, et qui fait quoi? Il dit, à chaque fois que j'ai une rupture, imaginez que vous classez par ordre croissant vos données sous forme d'histogramme. Dès lors que j'ai une rupture dans l'histogramme, je crée une classe, à concurrence de 5. D'accord? Donc ça veut dire que à chaque fois que je vais mettre une borne de classe, je vais mettre cette borne là où il y a vraiment une rupture dans la série statistique. D'accord? Donc je vais coller à la distribution statistique. D'accord? Ça, c'est quand on fait une carte unique qui n'a pas vocation à être comparée avec une autre carte. D'accord? J'y reviendrai un peu plus tard. Donc là, on va choisir aujourd'hui rupture naturelle, 5 classes, et vous allez ensuite appliquer. Vous fermez la fenêtre et vous obtenez votre cartographie avec votre répartition géographique de la population au Burkina. Ok, si je refais la manip, clic droit, propriété, je me mets dans symbologie, je choisis la méthode graduée, je choisis la variable population, je vais changer la couleur pour le sport, je choisis ma palette de couleurs, je choisis ma méthode. Pour faire simple, pour l'instant, utilisons les ruptures naturelles. Et je choisis ici le nombre de classes que je vais cartographier. Et j'en fais ensuite appliquer et OK. Et vous obtenez la cartographie de la variable de population régionale au Burkina. D'accord? Alors, l'autre explication et l'autre intérêt de faire la carte en aplat de couleurs ici, c'est quoi? C'est que si j'avais utilisé la vraie règle, enfin la règle la plus recommandée, c'est-à-dire pour une taille de population, faire des cercles proportionnels. Le problème qu'on aurait avec le Burkina, c'est que là où on a le plus d'habitants, c'est dans la région où se trouve Ouagadougou, donc la région centre. Et donc on aurait un cercle qui serait plus grand que la région centre et cacherait finalement les autres régions. Donc pour le coup, au Burkina, on n'a pas tellement le choix que d'utiliser cette représentation. Ça va pour tout le monde?
Ouais? Allez, on fait une dernière étape et on arrête. Imaginons maintenant qu'on veut l'imprimer, cette carte-là, et la mettre en page. On va faire vraiment une mise en page, tout ce qui est le plus simple. Et on va arrêter notre cours là-dessus aujourd'hui. Pour faire ça, on va aller dans le menu Projet. Donc, pour ceux qui ne voient pas le menu c'est le tout premier après QGIS, tout en haut. Et vous allez faire Nouvelle mise en page. Là, vous mettez un titre. J'ai appelé ça répartition de la population par région. Et ensuite, vous validez. Donc, je rappelle, menu, projet, nouvelle mise en page. Vous mettez un titre. OK. Et vous obtenez une nouvelle fenêtre qui représente en format, par défaut, format paysage, votre future carte. On reviendra un peu plus tard. Je fais une première carte en format paysage assez rapide maintenant, puisqu'il me reste un petit quart d'heure. On y reviendra pour ajuster ces choses-là, si vous voulez mettre en portrait, etc. Première étape, il faut que j'importe dans cette future mise en page la carte qui est derrière, c'est-à-dire ma carte ici du Burkina. Pour faire ça, je vais cliquer sur ce bouton qui s'appelle « Ajoute une nouvelle carte à la mise en page ». C'est une sorte de petit parchemin avec un petit plus vert. Okay. Je clique là-dessus et là, je vais dessiner un rectangle. Clic enfoncé, vous voyez, il prend la forme d'une croix. Vous faites un clic enfoncé et vous dessinez un rectangle assez grand de façon à ce qu'on puisse mettre l'ensemble de la carte sur cette page-là. Est-ce que tu as un chargeur? Bon, j'espère que ça ne va pas couper, il me reste plus que 6% et j'ai pas de chargeur avec moi. Ensuite, on va ajouter la légende. Vous voyez ici, ajoute une nouvelle légende à la mise en page. Tac. Qui va m'ajouter plusieurs légendes. Alors là, malheureusement, il m'en met trop. C'est USB-C ou pas? Non, ça ne marche pas. Excusez-moi, je vais aller un peu vite, mais malheureusement, comme j'ai plus de batterie et que j'ai pas de chargeur, je suis désolé. Je vais afficher ma légende comme ça. C'est pas la bonne, mais bon, écoutez, je pense que c'est pas raisonnable que je fasse ça en accéléré. Donc, on va s'arrêter, parce que ça m'embêterait que ça coupe pendant que je suis en train de faire quelque chose. Voilà, c'est ça. On a déjà eu une belle séance, je crois, aujourd'hui. Donc, je reprendrai la mise en page la semaine prochaine. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Avoir le temps au moins de vous dire au revoir et puis de regarder les quelques questions qui apparaissent. Alors, à la question, si deux régions ont le même code, elles coderont pareil, oui, mais deux régions n'ont a priori pas le même code régional. Voilà, si vous avez la version 2.18, évidemment, on ne peut pas forcément avoir les mêmes choses. C'est pour ça que j'avais demandé à tout le monde de prendre la 3.10. C'est gratuit, donc vous pouvez l'installer. Merci pour la batterie, j'ai remarqué. Voilà, je crois j'ai tout checké. Je regarderai de nouveau en détail l'ensemble des questions pour être sûr qu'il ne manque pas grand-chose. S'il vous plaît, on va essayer de mettre en place un système pour que vous envoyiez des questions à un mail spécifique. Et j'essaierai de regarder ça. Je m'engage à créer un mail aujourd'hui, à vous l'envoyer sur la liste et vous posez vos questions juste à ce mail-là, de façon à éviter d'envoyer chacun vos questions à 200 personnes. Et puis, j'essaierai d'y répondre soit par une vidéo, soit en ligne au tout début de la séance la semaine prochaine. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez réussi à suivre correctement ce cours. C'est une première pour moi de faire ça en visio.
Donc, j'espère que ça aura été correct. Sur ce mail, vous pouvez aussi me mettre justement des critiques sur la manière dont c'est enseigné en ligne. Je suis preneur de tout conseil. Et puis, bah, je vous conseille de refaire les exercices dans la semaine parce que vous allez vite oublier ce qu'on vient d'apprendre. Voilà, Mathias. Il y a d'ailleurs un petit questionnaire, il y a un petit questionnaire qui s'affichera là, pour ceux qui sont en ligne, comme on faisait pour les autres webinaires, qui permet justement déjà d'avoir une idée des difficultés rencontrées. J'imagine la connexion, mais le reste aussi. Donc, vous pouvez répondre au petit questionnaire qui va s'afficher directement à la fin du cours. Ok, très bien. Bah, je vous dis à mercredi prochain alors, pour la prochaine. À mercredi.